Salutations chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur ma chaîne Vénérable Apprenti. Il y a quelques jours de ça, j'ai décidé d'aller dans une boutique de livres d'occasion et il s'avère que j'ai trouvé cette pépite, un livre de Johann Picard, Comprendre et penser le transhumanisme quand on est chrétien, et je vous en ai fait part là il y a 2-3 jours de ça maintenant. Je l'avais pas encore ouvert, excellente surprise de constater que c'est l'un des meilleurs livres sur le sujet du transhumanisme et que cet auteur ne passe pas par 4 chemins, ne vous joint pas 40 idées pour arriver à un concept comme Luc Julia, Luc Ferry ou d'autres encore, qui sont excellents. Mais lui est vraiment au-dessus. Il vous cite certaines personnes, il vous met des passages de discours. En chrétien, il nous met également du Jean-Paul II. Il va joindre l'origine du mot transhumanisme, à savoir que c'est Huxley, mais il ne se contente pas de vous dire ouais c'est en 1950-57, Huxley a inventé le mot transhumanisme. Non, non. Il va au bout des choses. Et il nous montre l'origine même avec un livre qui s'appelle À vin nouveau, nouvelle bouteille. Et c'est dedans que Huxley nous fait part de ces modifications de l'humain qui sera envisagées pour l'avenir. Et ce qui est incroyable, c'est juste le titre qu'il emploie. À vin nouveau, nouvelle bouteille. Parce qu'en fait, c'est une référence aux chrétiens, à la Bible. Pour ceux qui ont déjà lu les évangiles, vous avez Jésus qui dit qu'il est le sceptre, nous sommes les sarments, et le Père, à savoir Dieu, est le vigneron. Donc en s'attaquant à vin nouveau, nouvelle bouteille, ça signifie que soit on a modifié l'environnement, auquel cas la luminosité, l'accès à l'eau, l'engrais, ou autrement, autre possibilité, puisqu'il faut obtenir un vin nouveau, donc de nouvelles vignes, eh bien on a eu une modification des graines pour arriver après à créer des nouveaux sarments et qui produiraient d'autres raisins, mais pas ceux qui précédaient. Pour aboutir après à un produit final, puisque mise en bouteille, eh bien c'est comme si on avait modifié l'environnement, modifié même l'essence de la chose, pour après y aboutir à une récolte, et cette dernière la mettre en bouteille. Sous-entendu, nous travaillons, en tout cas certains spécialistes sont dans cet objectif-là, à modifier l'homme, donc ses sens, entre autres ses perceptions, nous ne sommes plus sur 5 sens, ça irait au-delà. On modifie l'essence, c'est-à-dire sa nature même d'être humain pour le multiplier, en faire des chimères ou encore le croiser avec bien d'autres choses, et on modifie le sens de sa vie, de sa direction. Ce qui est incroyable. Donc il s'attelle en tout cas à faire cela, c'est-à-dire à former un nouvel humain, celui du futur. Et dedans, l'auteur, comme je vous ai dit, ne passe pas par 4 chemins, il nous fait même, au contraire, toutes les routes mènent à Rome, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une convergence, NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information, donc informatique, et les sciences cognitives, qui étudient nos comportements, la psychologie humaine, le fonctionnement du cerveau, tout ça en réalité est en train de converger pour nous forcer à accepter les nouvelles sciences, la nouvelle nature de l'homme, et finalement sa séparation de l'antan avec son créateur, Dieu Tout-Puissant. Et je vous ai fait part de cet ouvrage que je suis en train de lire actuellement, je suis qu'au tout début, peut-être 60 pages. Dedans, on s'aperçoit qu'il y a eu plus d'une fois la tentative de modifier l'homme, entre autres depuis sa psychologie, et on retrouvait par exemple Mesmer, qui laissait entendre qu'on pouvait agir sur l'homme et même lui soigner des maladies puisqu'on était censé baigner dans un fluide universel et que par là il y avait entre autres l'hypnotisme qui était possible, agir sur l'homme. On a eu après la phrénologie, roule sa bosse, on expliquait qu'il y avait à peu près 27 bosses et que ça pouvait prouver juste en craniométrie si t'étais une personne bonne ou au contraire issue d'une mauvaise culture, auquel cas on te sépare de la société. Soigner le cerveau par les électrochocs, parce qu'on comprend après qu'il y a des synapses qui sont en électrochimie. Peut-être que si on vient à basculer l'électro sur une autre fréquence ou à éteindre certaines parties du cerveau, on obtiendra des résultats. Et il y a même des expériences pour redonner vie à ce qui est mort. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait le docteur Frankenstein, qui est en soi un roman, la personne qui écrit ce roman-là est inspirée d'une expérience qui a lieu à son époque. C'est incroyable. En fait, ils veulent voir s'il y a des réactions sur l'homme, et à un moment, ils envoient un courant électrique dans un cadavre, et là, il y a une paupière qui s'ouvre. Et il y a l'œil, ça y est, il est là, la personne n'est pas en vie. Mais ça va inspirer
l'auteur de Frankenstein pour imaginer qu'on rassemble plein de morceaux d'animaux et d'humains qui sont décédés pour créer une chimère nouvelle. Après, il y a plein d'autres choses, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et c'est hyper intéressant. On en arrive après à même des sionistes qui partagent à une certaine époque l'idée qu'il y aurait des gens bien nés et d'autres qui seraient criminels, donc le déterminisme, ce qui est assez intéressant, parce que je vous disais qu'à l'époque, Hitler, c'était qu'un copiste, un assembleur, quelqu'un qui vous fait un recueil de tout un combat qui n'était pas le sien en soi. Et à partir de là, quand on remonte ces données, on comprend qu'il y a bien d'autres choses, et qu'il y a des sociétés et d'immenses chercheurs qui étaient présents et qui promulguaient entre autres le darwinisme social, l'eugénisme et compagnie. Mais que dans la modernité actuelle, en fait, on a effacé la criminalité et l'impact du socialisme de l'époque pour faire passer ça sur un drame national. Comprenez. Vous retrouvez Galton, donc Galton qui est cousin de Charles Darwin, dans ses idées d'eugénisme, de personnes qui seraient bien nées ou non, et après toute la psychologie qui va se développer aussi, entre autres, où on aperçoit, je crois que le mot hystéria, un truc comme ça, arrive par les femmes. Après, il y a plein de concepts de croyances de l'époque, mais comme je vous ai dit, ça c'est une pépite pour plus tard, et on retrouvera même, ce qui est incroyable, quelque chose d'atroce et aujourd'hui qui s'est banalisé. Vous savez, les femmes qui utilisent des sextoys, et à l'époque, ces machines-là, ces outils, soi-disant pour prendre le plaisir, c'était en fait pour les mettre en état de transe. Et ils pensaient comme ça pouvoir délivrer certaines personnes de leur névrose, de leurs problèmes. J'ai plus tous les détails en tête, parce que je suis pas non plus, comment dirais-je, un programme informatique, j'ai toutes les pages. Non. Mais je sais que je l'ai lu dedans. Les premiers sextoys étaient en fait utilisés par des gens qui travaillaient la psychologie, entre autres pour mettre les femmes en état de transe. Et après, ils ont vu qu'ils pouvaient s'en servir comme objet de loisir. Parce que, à une certaine époque, il était impensable qu'une femme prenne du plaisir sans un homme alpha, qui soit dessus en charnel, si je puis dire. Donc pour eux, il était inconcevable qu'il y ait un organe, si je puis dire ça ainsi, qui procure du plaisir. Donc, il voyait plutôt ça comme une expérience, un état de transe, et le passage dans une autre fréquence de soi-même, dans une condition altérée. Et c'est important, c'est-à-dire que c'est une sorte d'augmentation aussi, et là on est en plein dedans. Maintenant, je propose d'aller à la page numéro 11 de ce livre et de commencer l'introduction. Sauver l'humanité par les technosciences, élaborer des nouvelles lignées post-humaines dans la grande histoire de l'évolution, supprimer la vieillesse et la mort, les nouveaux pouvoirs de l'homme sur l'homme, effraient autant qu'ils fascinent. Le transhumanisme, aujourd'hui, secteur de recherche le mieux pourvu de budget, car appuyé par les plus puissantes multinationales nord-américaines et asiatiques, brouille les frontières entre science et fiction. La convergence NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, information technology and cognitive science, a rendu possible le fantasme de nombreux savants qui, il y a quelques années encore, auraient été considérés comme des fous. Si la médecine a jusqu'ici été fondée sur un modèle thérapeutique, une maladie, on la soigne, pour réparer l'humain, elle tend à entrer aujourd'hui dans un paradigme augmentatif, ce que l'on avait lu dans un autre livre, mélioratif, c'est-à-dire ayant pour visée d'améliorer l'homme et sa condition. Donc visant à le transformer et à l'augmenter jusqu'à rêver d'abolir la mort. Le mythe de l'homme-dieu, tentation de nos premiers parents, n'a semble-t-il jamais été aussi actuel. De nouvelles questions abyssales sont posées et des défis politiques, religieux, philosophiques et éthiques majeurs opposent les bioconservateurs aux bioprogressistes. Alors vous connaissez les conservateurs pour les valeurs, l'éducation, la famille, la patrie, et les progressistes, on enlève toutes les frontières, on ne forme qu'une humanité, on universalise tout. Et bien là, pareil, sur le bios, donc le biologique, le vivant, on a les conservateurs, bioconservateurs, contre les bioprogressistes. Face à la mystique technophile qu'engendre le transhumanisme, il s'agit ici de proposer quelques repères éthiques et spirituels, ainsi qu'un regard critique sur les principales composantes du projet transhumaniste, à la lumière de grandes pensées humanistes et chrétiennes. Vraiment
c'est un livre que je vous conseille. Si vous le voyez, c'est vrai que... En fait, j'ai failli pas le prendre, pour être honnête avec vous, avant de continuer la lecture, par rapport à ça. Je me suis dit, vas-y, l'image est pourrie. Après, j'ai quand même pris la quatrième de couverture, et là, je me suis dit, ah ouais, si c'est intéressant. Et en le lisant, incroyable. En plus, c'est écrit en grosse police, c'est quelque chose vraiment, vous le dévorez en une journée, allez, peut-être 2 pour les lecteurs qui ont d'autres choses à faire à côté. On retrouve Jean-Paul II dans Fides et Ratio qui dit « Ce que la pensée patristique et médiévale avait conçu et mis en œuvre comme formant une unité profonde, génératrice d'une connaissance capable d'arriver aux formes les plus hautes de la spéculation, fut détruit, en fait, par les systèmes épousant la cause d'une connaissance rationnelle qui était séparée de la foi et s'y substituait. » Donc, le rationalisme, et se rattachant peut-être au manichéisme, à Manès, veut tout remplacer dans son idée que la science est le nouveau dogme et s'impose à la place de la morale, de la chrétienté, d'un certain regard ancien sur un monde nouveau. Il y a quelque chose aussi à retenir, puisque nous ne devons jamais nous détacher de ce que certains nomment l'archaïque, le dépassé, c'est que dans la Genèse, il y a 2 arbres, et que bon nombre ont retenu le seul arbre du fruit de la connaissance qui a été croqué, à savoir l'accès finalement à la distinction du mal et du bien, donc à la morale, au subjectif, à sa possibilité de se réaliser soi-même sans toujours demander l'autorité à Dieu pour faire telle et telle action, même si nous devons reconnaître l'autorité de Dieu. Mais regardez, il y avait un autre arbre qui est cité, il me semble, qu'une ou 2 fois, et dont tout le monde a oublié la présence. L'arbre d'immortalité. Parce qu'en fait, quand le fruit de la connaissance est croqué, donc là on arrive à exprimer le bien, le mal et être en libre choix, il y a un moment, je crois, dans la Genèse, Dieu s'exprime en disant « L'homme est arrivé à notre niveau ». D'ailleurs, il n'est jamais tout seul, Dieu, il est toujours avec le Fils à cette époque. Et il dit là, en fait, ça y est, les hommes arrivent en condition, quelque part, d'être à notre niveau, puisqu'ils accèdent au langage, au discernement du bien et du mal, et ils sont capables de faire toute œuvre, vous voyez, dans une forme de dualité. Et les gens, ils sont arrêtés là. Sous-entendu, ça y est, l'homme, par la connaissance et son jugement moral, est arrivé à l'état de Dieu. Pas du tout. Il y a un autre... L'homme est encore frêle. Il est dans une condition charnelle. Un corps qui naît, arrive à son apogée, décline. Certains nomment dans le truc un peu selon la loi de la thermodynamique, propos aussi qui était repris et concept par Théodore Kaczynski. Mais regardez, pour ma part, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on arrive à un nouveau fruit qui doit être croqué. Le deuxième, dont on n'avait plus entendu parler depuis bon nombre d'années. C'est celui de l'immortalité ou de la mortalité. Et c'est un moral aussi. La mortalité, c'est-à-dire on combat la mort. On veut la mort de la mort, comme le dirait Laurent Alexandre. Allons à la page 14, où l'on retrouve Pic de Mirandole, 1463-1494, qui est un personnage qui pense l'humanité et sa nature. Il a sorti une courte fable qu'il publiera à la fin du XVe siècle, de la dignité de l'homme, qui va marquer de son empreinte toute l'histoire de la pensée moderne. Il y défend l'idée selon laquelle l'essence de l'homme résiderait dans sa plasticité. Et voici un extrait, le plus célèbre synthèse de sa pensée. Je cite. « En fin de compte, le parfait ouvrier décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre serait commun tout ce qui avait été donné de particulier à chaque être isolément. Il y prit donc l'homme, cette œuvre indistinctement imagée, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes. Je cite. « Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par les lois que nous avons prescrites. Toi, aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement, auquel je t'ai confié, qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste,
ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté, pour ainsi dire, du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales. Tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont divines. Fin de citation. Donc il y a la possibilité, dans ce constat de la nature humaine, soit de se dévaluer par de mauvais croisements, des choix inefficaces, ou bien de faire attention à sa destinée, et auquel cas, d'entrer dans un déterminisme qui serait biologique. Et puisque tu sais qu'il y aura une descendance qui adviendra, tu dois donc tout faire pour que ce qu'ils héritent, créant le déterminisme suivant, aille toujours vers la meilleure direction, une forme d'eugénisme. Nombre d'historiens s'accordent pour considérer que ce texte est comme le fondement de l'humanisme moderne, marqué par une nouvelle foi dans la grandeur de la nature humaine et de ses potentialités. Donc, tu ne dois pas rester à la satisfaction d'être chasseur-cueilleur. Ton essence t'amène à avoir du carburant nouveau, à l'améliorer, à développer de la machinerie derrière, de l'agriculture, de l'élevage, et puis passer à la robotisation, à l'automatisation, finalement augmenter ton confort de vie pour, à la place d'être asservi à certains emplois ou à une tâche difficile, telle pourrait l'être la condition d'un esclave avec son maître, tu emprunteras la voie, celle qui te permettra entre autres de réaliser ton langage et peut-être même de décrypter le langage de Dieu. On ne s'intéressera dès lors plus tant à l'homme qu'à l'idée que l'on s'en fait. Un auteur comme René Descartes développera dans son discours de la méthode son célèbre « cogito ergo sum », je pense, donc je suis. Et dans ses méditations métaphysiques, sa variante « ego sum, ego existo », moi, je suis, moi, j'existe, ouvrant la voie au principe du doute méthodique. Puisqu'on rappelle, la première méditation de Descartes, c'est tout remettre en question. Il y a même mon existence, je viens en douter, mais celle-ci, je dois la valider pour pouvoir passer aux autres étapes du questionnement de l'environnement, de la nature, de mes pensées, de mes perceptions, de l'affect tout autant. En fait, on est dans la condition donc, de la logique ontologique. Donc la logique ontologique, c'est un axiome, c'est plus à définir. Tu viens, t'es un homme, t'es physiquement présent, biologiquement t'y es. Donc on arrive à ce que Gustave Le Bon écrivait, à savoir, il n'y a qu'une vérité qui est absolue, c'est la biologie. Quand tu as identifié la biologie, après, tout le reste, par contre, peut t'interroger, puisque ça relève de l'affect, du mystique, du collectif, et tout ceci du subjectif, finalement. C'est-à-dire la vision de l'homme, ses propos, et comment il voit le monde. Donc, cette méditation première, normalement, doit te faire comprendre qu'en tant qu'être de chair, tu es vivant, tu es là, après c'est tout le reste qui te questionne. Le je pense donc je suis. Selon lui, seule la propre existence en tant que chose qui pense est certaine. La subjectivité humaine devient la mesure de toute chose, l'homme libre et responsable est appelé à rendre raison de toute chose par lui-même et de lui-même. Et après, s'engageant, j'ai un autre livre là, je ne l'ai pas sous la main, sur la voie de la logique, l'homme émet des énoncés. Il ne va pas positionner des mots qui ne veulent rien dire, par exemple chien, chat, comme c'est l'exemple dans le livre, un autre livre que j'ai derrière, c'est l'énoncé qui doit être expliqué. Par exemple, un chien est différent d'un chat. Et là, tu peux y répondre par vrai ou par faux. Ça, c'est la logique. D'accord ? Et donc, l'humain, s'il veut avancer, comme entre autres l'écrivait Pic de Mirandole, il doit se pencher sur ça, la condition qui va l'amener à un résultat. Pas placer des idées n'importe comment, il faut les formuler. Et en fait, ça revient à ce que disait entre autres Einstein, qui était un génie, c'est-à-dire, c'est l'art de poser les bonnes questions. Parce que quand tu poses les bonnes questions, tu es obligé d'arriver à un résultat. Soit le « je ne sais pas parce que j'ai pas encore la connaissance », soit le « j'ai la clé et ça y est, c'est résolu, il n'y a plus de problème ». Pour ça, en fait, il faut trouver les portes de la perception. Et les clés qui vont avec, celles qui ouvrent les extérieurs et qui emmènent à des potentiels. Par exemple, c'est finalement comprendre qu'il n'y a pas qu'un chemin, qu'une directive qui pourra te mener à révolutionner le monde. Et c'est de facto envisager que pour étudier l'arrivée des langues, le développement des outils, l'avancée des civilisations, tu ne peux pas t'en remettre qu'à une branche, c'est un ensemble.
Et c'est comme pour voir l'arrivée finalement de ces groupements humains. Tu ne dois pas seulement, ou le langage, pareil, ou encore l'écriture. Enfin, l'écriture, hein, on peut hésiter un peu. Mais tu ne dois pas t'en remettre que au mégalithique, à ces périodes-là, où tu vois des pierres taillées, où tu te rends compte qu'il y a des structures d'organisées, et tu en as encore quelques artefacts, items aujourd'hui. Tu dois te positionner bien plus loin, à savoir que la nature a pu dégrader certains héritages, ou encore ils ne sont pas arrivés à la surface, ils n'ont pas été découverts. Donc tu es dans la condition de je sais que je ne sais rien sur l'origine de l'humain, sur sa formation avec les autres hommes, sur le nombre d'humains qu'il y avait fut un temps sur Terre. Et entre autres, sur les désastres. Alors, c'est intéressant ce que je vais vous dire, écoutez bien. Des conditions, des rapports des hommes fut un temps où ils étaient dans un état de bestialité et non d'humanité civilisée. Parce que comme il est dit dans ce passage-là, deux chemins s'ouvrent, comme je vous disais, c'est la voie du conservatisme ou du progressisme, mais ça peut aussi être la voie de la dévaluation et la voie de la raison. Un qui avancera tout doucement par tâtonnement, mais qui aura un aboutissement merveilleux, et l'autre qui sera précipité sur tous les horizons et aura fait n'importe quoi. Bien, dans la Bible, je crois que c'est dans Deutéronome, que l'on retrouve en fait également dans la Torah, hein, logique, et dans le Talmud aussi, parce que je suis en train d'étudier le Talmud pour en faire la critique. Il y a quelque chose que je comprenais pas. Et je vous fais court, rapide, parce qu'après on doit reprendre ça. C'était les rapports punis des humains avec des animaux. Je me disais, mais c'est pas possible. En fait, au début, je croyais que dans le Talmud, c'était ni plus ni moins que les Juifs qui décrivaient les goïs comme des animaux. Parce qu'il y avait notamment un moment où ils pouvaient se prostituer, je sais pas quoi, et la femme, si elle fait avec les animaux, qu'elle se prostitue ainsi, il y a, je sais plus, coup de fouet, où il tue. Et je trouvais ça assez étrange. Je me suis dit, pourquoi on le retrouverait alors dans la Bible? Et en fait, après, j'ai cogité plus en profondeur. Et il s'avère que pour moi, les animaux, c'est bien les animaux décrits comme tels. Et qu'il y a des humains qui sont qui sont, comment je pourrais dire ça? Défaillants, j'allais dire, mais c'est pire que ça encore. Malades, empris de, je sais pas, de diablerie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on en retrouve encore des affaires comme ça. Des humains qui font des crimes contre les animaux. Et des crimes sexuels. Donc à d'autres époques, il y en a eu. La question qui m'est venue après, parce qu'il faut continuer l'évolution, on va dire, de la logique, c'est quoi? C'est qu'on nous a vendu le darwinisme, donc de l'évolution des espèces et de la nature, car des archéologues et encore d'autres anthropologues ont trouvé des crânes, alors on n'en a pas 50 000, hein. On en a quelques dizaines ici, quelques dizaines là, et à partir de dizaines de crânes, on a dit, alors ça c'était les Australopithecus. Là on arrivait à l'Homo habilis, et puis l'Homo sapiens. D'accord? Et il vous montre les craniologies, donc les crânes différents. Par ces mesures, certains se rapprochant du singe et d'autres évoluant vers l'accès de l'humain. On va dire plus moderne, avec une boîte crânienne où le cerveau prend plus de place, il me semble. La mâchoire en est réduite parce qu'elle fait moins d'efforts à la mastication. Et on en a donc une boîte crânienne assez modifiée par rapport à ceux qui nous ont précédés. Moi je pense, écoutez bien la logique, qu'il y a eu une évolution dans l'humanité au niveau de notre boîte crânienne, mais que jamais nous n'avons été des cousins du singe par le passé. Par contre, pourquoi on retrouve alors quelques crânes comme ça qui ne sont ni des singes ni des humains actuels? Eh bien, il y a dans le règne des animaux, par exemple, un cheval qui va avec une ânesse et un âne qui va avec une jument. On obtient les mules et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, ces croisements-là, qui sont des hybrides, normalement, qu'on ne devrait même pas voir, vous voyez, ça sort de l'ordre naturel, si je puis dire, ils ne peuvent pas avoir de descendance. Ils existent, mais comme c'est une chimère et qu'à la base ça n'existe pas naturellement, ils crèvent. Et ils n'auront pas d'enfants. Eh bien, je pense, comme je vous ai cité Deutéronome et qu'on aboutit maintenant au résultat de mon raisonnement, que les crânes qui ont été récupérés sont peut-être, et je dis bien peut-être, je ne sais pas si c'est possible ou pas, issus d'un croisement d'humains défaillants avec des animaux. Comprenez? C'est quelque chose de sordide, mais il ne faut pas l'écarter. Parce que si c'est possible pour l'âne avec, entre autres, la jument,
et ce qui ne serait pas possible à ce moment-là pour ce qui a à peu près 1,5% de génétique différente qui a eu ce genre de croisement fut une époque. Horrible, abject. Mais certains scientifiques, en ayant connaissance, ont quand même voulu réécrire justement l'histoire à partir de ces crânes qu'en effet on peut voir. On peut les regarder dans des muséums, on peut en voir en photographie dans les livres d'histoire, mais qui a été au bout de l'idée ? Et c'est à peu près ce que j'avais essayé de développer sur le blog de mes lectures. J'ai pas repris le truc, faudrait que je le refasse, mais c'est quand, en fait, j'ai lu récemment, ça m'a creusé un peu plus l'esprit, c'est quand j'ai lu le Talmud pour faire la critique, que je me suis remis après à Deutéronome, il me semble, dans la Bible, que j'ai vu qui condamnait ces pratiques, c'est que ça existait en fait à l'époque. Et qu'après j'ai comparé à ce que j'étudie au niveau de l'avancée comment dirais-je, de notre connaissance dans l'histoire des animaux, etc., que je me suis dit, n'est-il pas intéressant de se poser ne serait-ce que la question sur cela ? On aurait retrouvé des milliers de crânes, des dizaines de milliers de crânes, je dirais pas. Mais là, toute la science moderne se base sur quelques dizaines de crânes, et à partir de ça se permet justement d'attaquer l'histoire chrétienne et même des monothéistes, à savoir qu'à l'époque, il y avait bien un Dieu qui a fait Adam et puis Tznanter Ève. Et après, il y a quand même une partie de l'histoire qui nous manque dans la Genèse, à savoir, y a-t-il eu d'autres créations de femmes qui étaient en dehors de ces deux unités initiales ? Puisque sinon, on arrive au sordide de la reproduction en famille. Ce qui n'est pas acceptable. Comme après, avec le passage de Noé. Tout va... L'eau monte, il ne reste pas grand-chose en humanité à bord du bateau. Je doute que ce soit uniquement une dizaine, vingtaine ou cinquantaine de personnes, je ne sais plus combien ils étaient, qui aient repeuplé toute la planète. Parce qu'à nouveau, on tomberait dans des croisements qui ramèneraient de la consanguinité. Or, au vu du résultat que l'on a actuellement, il suffit de voir la différence entre le français, le belge, le malien, le marocain et encore le russe, par exemple. On peut comme ça élargir les frontières si on souhaite. Il y a bien des groupements humains qui sont totalement différents, donc je doute que l'on soit tous des cousins-cousines, vous savez ce que je veux dire. Voilà. C'était mon développement par rapport à cette idée de cette science qui a été, ça y est, approuvée par tous. Darwin est excellent parce qu'il reprend les travaux de Mendel, l'héritage des pois, et de facto on dit ça y est, l'homme cousin du singe, et on en reste là, je ne suis pas sûr. Et je pense que dans le temps, dans l'évolution, on verra que l'humain, par rapport à notre caractéristique actuelle, certes était différent, mais n'a jamais été proche d'un primate qui aurait été sur ses quatre pattes tout bossu à moitié. Non, je ne le crois pas. Alors, maintenant que j'ai longuement divagué sur cette partie, allons à la page 19. Le pape Jean-Paul II rappellera lui aussi dans sa grande encyclique Fides et Ratio que l'esprit de l'homme, loin d'être réductible à une machine, est doté d'une raison qui le rend capable d'accéder à l'être et aux vérités ultimes. Je cite. « La recherche de la vérité ultime apparaît souvent occultée. Sans aucun doute, la philosophie moderne a le grand mérite d'avoir concentré son attention sur l'homme. Les résultats positifs qui ont été atteints ne doivent toutefois pas amener à négliger le fait que cette même raison, occupée à enquêter d'une façon unilatérale sur l'homme comme sujet, semble avoir oublié que celui-ci est également toujours appelé à se tourner vers une vérité qui le transcende. » Donc c'est la quête de vérité. Sans référence à cette dernière, la vérité, chacun reste à la merci de l'arbitraire, et sa condition de personne finit par être évaluée selon des critères pragmatiques fondés essentiellement sur les données expérimentales, dans la conviction erronée que tout doit être dominé par la technique. Il est ainsi arrivé que, au lieu d'expérimenter au mieux l'attention vers la vérité, la philosophie moderne, sous le poids de tant de savoir, s'est repliée sur elle-même, devenant, jour après jour, incapable d'élever son regard vers le haut pour oser atteindre la vérité de l'être. Il en résulte diverses formes d'agnosticisme et de relativisme qui ont conduit la recherche philosophique à s'égarer dans les sables mouvants d'un scepticisme général. Fin de citation. Donc l'agnosticisme, l'idée que on peut pas dire que Dieu n'existe pas, mais on n'a aucune preuve qui nous le prouve. Donc pour le moment, j'y crois pas. Qui pourrait ramener après autrement à Pascal. Bon, après tout, moi je suis un peu agnostique, hein, je crois que Pascal c'est ça, son idée, mais je préfère quand même croire, parce que j'ai plus à y gagner que si je disais que ça n'existe pas et que finalement c'était finalement une vérité,
bah, je serai condamné à l'enfer. Donc par esprit malicieux, je vais dire je crois, mais mon cœur ne croit pas. En gros, c'est ça la chose. Est-ce qu'on le retrouve là-dedans? La philosophie, l'étude de l'humain et l'idée qu'on va le révéler, et ça y est, il y a des parties qui étaient un peu endormies. L'hypnotisme, lui, va transférer ses traumas en réussite pour se reconstruire. Et au final, il n'y a plus vraiment de vérité. C'est-à-dire ce que tu pensais être hier ne l'est déjà plus aujourd'hui. Et c'est là toute la notion de l'être et le non-être. Certains qui en rigolaient, ah, c'est stupide, je sais pas quoi. Ils expliquaient, il y en a, ils sont là à développer des lignes et des lignes sur ce sujet. Mais en fait, c'est intéressant. L'être et le non-être. Celui que tu étais hier n'est déjà plus le même qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Qu'on peut te nier finalement dans ta dimension en t'expliquant qu'hier tu étais une fausse version, aujourd'hui tu crois être une réalité, mais demain ou dans 10 ans, tu seras déjà plus le même. Donc t'es qu'une contrefaçon toute ta vie. Toi qui tendais à une perfection et à un élément inaltérable, si je puis dire. Un être humain unique doté de dignité. Et c'est là où ça remet tout en conflit, entre autres, l'humanisme. Et le non-être, c'est aussi la régénération cellulaire. C'est-à-dire, tes cellules, elles sont détruites tout au long de ton existence, elles se reconstruisent, et après arrive à la fin de ta vie ce qu'on appelle la sénescence. C'est-à-dire, on a des cycles, un rythme de reproduction de ces cellules, et plus on vieillit, plus ça se ralentit. Que ce soit pour l'immunité, pour les organes, ou encore du côté cérébral. Ce qui fait qu'on peut perdre la mémoire. C'est pas la matière grise la plus intéressante, mais la matière blanche du cerveau, et celle-ci, des fois, peut se soustraire, s'abaisser, perdre en efficacité. Et c'est là où il travaille justement à ce ralentissement, celui qui t'amène petit à petit à l'épuisement et au passage vers autre chose. Et donc un retour à l'humilité, c'est-à-dire toi tout petit, tout fragile, qui est venu dans un monde et qui n'avait peut-être pas l'inné, parce que certains diraient que le langage était inné, d'autres vont expliquer que c'est l'acquis. Et moi je suis plutôt des deuxièmes. On a un langage qui est universel, ça qui est inné, mais le langage qui nous sert de communication et de conversation, de découverte avec les autres, est un acquis de la société. Une création humaine, si je puis dire. Et donc, il y a toute cette conflictualité qui arrive. L'homme tout fragile, bébé, d'abord dans le corps de sa maman, a besoin que celle-ci en prenne soin. Donc, qu'elle l'alimente, qu'elle lui apporte suffisamment de nutriments, qu'elle évite de le polluer par des cigarettes, de l'alcool et d'autres drogues qui peuvent exister. Et de là, quand il arrive dans le monde, le bébé est encore tout fragile, état d'humilité totale. Il a même besoin, par exemple, de piailler pour obtenir la tétée. Donc avoir un peu de lait de sa mère qui, entre autres, lui transmet des éléments pour son développement et son immunité. Et il grandit, il devient fort, il se sépare de ses parents. Des fois même, il en vient affronter Dieu en disant « Mais si tu existais, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre. Si tu existais, j'aurais fait fortune. Je n'aurais point de problème de santé. » Bref. Et là, il monte en apogée, en connaissance, en divertissement, en choix, en pouvoir. C'est lui qui dit non à tout moment. Lui qui place ses limites. La société peut en mettre. Mais lui, l'humain, dans celle-ci, dans cette société, dans ce système, ne respectera pas forcément tous les acquis et, on va dire, les lois et les droits. Donc, il arrive en apogée, c'est-à-dire toute puissance. Il peut aller partout, se mouvoir, bref. Et, la nature humaine étant bien faite, Dieu le ramène à l'humilité. C'est-à-dire, là, ça y est, tu reviens à ton état initial. Tu comprends que sans le Créateur, eh ben, tu n'étais que de l'argile. Tu as oublié que c'était le contenu qui était intéressant et non le contenant, celui que tu voulais voir rayonner par des habits de marque, par une musculature déployée ou encore par un langage des plus soutenus ou des plus agressifs, tout dépend des personnes. On te ramène à ta condition d'humilité, la sénescence. C'est l'autre arbre, tu vois. C'est celui où tu n'as pas croqué dans l'immortalité. T'es encore fragile, t'es un homme. Et c'est les transhumanistes actuels qui récupèrent le savoir passé et qui le perfectionnent de temps en temps, donc d'année en année si vous préférez, qui maintenant s'attellent donc à la fin du vieillissement. Sous-entendu, les ralentissements de ta régénérescence cellulaire, eh bien on va en faire l'effet inverse. Ça commençait à faire tchou, tchou,
Et là, en fait, ça reprend de son cours. C'est ce qui est visé. Mais pour cela, eh bien, il faut travailler l'ARN, voir les protéines. Est-ce que la recombinaison, c'est-à-dire la mutation qui va être organisée pour inverser les cycles et te faire repartir de nouveau à la hausse, ne va-t-il pas jouer sur tes organes ou encore sur bien d'autres structures de ton corps? Et si, par exemple, en faisant ça, je sais pas, on nique ton rein, à ce moment-là, tu auras besoin d'un donneur pour la transplantation qui soit compatible. Et on sera peut-être dans le film comme The Island, avec des clones par lignée cellulaire qui seront uniquement mis en culture pour servir aux riches personnes à vivre une éternité. Alors, j'extrapole un peu, mais comme on a vu au tout début de ce livre, il y a la partie de science, puis il y avait la fiction, et petit à petit, la barrière s'est limitée. Elle devient toute fine, voire même invisible. Qu'est-ce qui relève de la science ? Qu'est-ce qui relève de la fiction ? Qu'est-ce qui est réel aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui est là pour faire levier de fond en spéculation aussi sur ces marchés ? Comprendre l'histoire et pour ce faire, arriver aux bonnes énoncés. C'est à peu près ce que ce livre va essayer de créer en nous, de placer déjà l'idée de est-ce que ça existe ou pas, vrai ou faux. La logique. Alors je ne sais même plus où j'étais arrivé pour tout vous dire. Dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, le révolutionnaire Nicolas de Condorcet, donc 1743-1794, use de son éloquence pour promettre à l'humanité un avenir radieux aux potentialités presque illimitées. Je vais le citer, mais avant ça, on boit un coup, vous pouvez en profiter pour liker, prendre l'URL et la partager sur différents réseaux. Je cite. Serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qui doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet, ou d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin, la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a-t-elle même aucun terme assignable ? Sans doute, l'homme ne deviendra pas immortel. Mais la distance entre le moment où il commence à vivre et l'époque commune, naturelle, sans maladie, sans accident, où il éprouve la difficulté d'être, ne peut-elle pas s'accroître sans cesse ? Fin de citation. Mais pour arriver à ces fins, il propose un projet que nous pourrions qualifier d'eugéniste. Je cite. « Peut-on avoir d'autre but que de multiplier les êtres bien conformés, capables d'être utiles aux autres et de faire leur propre bonheur ? Mais les facultés physiques, la force, l'adresse, la finesse des sens, ne sont-elles pas au nombre de ces qualités dont le perfectionnement individuel peut se transmettre ? L'observation des diverses races d'animaux domestiques doit nous porter à le croire, et nous pourrons les confirmer par des observations directes faites sur l'espèce humaine. Enfin, peut-on étendre ces mêmes espérances jusque sur les facultés intellectuelles et morales ? Condorcet, qui sera repris finalement par Huxley, pose la base de l'eugénisme en disant « Regardons d'abord les animaux. On en a vu que certains ont obtenu par leur race spécifique, au pédigré, auquel on fait attention qu'il n'y ait pas de bâtardisation, si je puis dire ainsi. Et là, on voit par exemple les lévriers, leurs facultés tracées. Les bulldogs, une force de mâchoire et une musculature bien déployée, surtout sur l'avant. Les malinois, l'intelligence. Et là, je prends les chiens, mais on pourrait comme ça être sur d'autres animaux encore. Donc, si on faisait un perfectionnement de chaque caste, race, peu importe comment vous nommez les choses, variété de ces animaux, et qu'à un moment donné, on arrive à faire un croisement entre le lévrier qui a la vitesse avec le malinois qui a l'intelligence, ce résultat-là, est-ce qu'on pourrait également le croiser après avec le bulldog qui a une vivacité, une certaine force, et obtenir un résultat nouveau, à savoir un chien qui serait assez volumineux, mais tout de même qui ne perdrait pas en capacité de vitesse, qui aurait une intelligence très développée, et pourquoi pas croiser par exemple au labrador qui s'entend bien et avec les enfants et les adultes, et obtenir comme ça un résultat de perfectionnement. Pour les humains, il en serait de même.
les catégoriser et après arriver à une sorte de catalogue où on exerce des croisements au point même où on laisserait entendre dans un monde type non pas Black Mirror, comment ça s'appelle, Orphan Black. Bon, il crée des sœurs jumelles, des clones. Mais imaginez, vous arrivez à un système qui laisse entendre aux parents qu'il y a genre de la PMA. En gros, il y a un donneur d'ovocytes et un donneur de spermatozoïdes. Et là, on laisse entendre que c'est la famille ou c'est ceux qui ont été sélectionnés. Sauf que les laboratoires, ils travaillent à une toute autre expérimentation et les parents ne pourront pas s'en rendre compte directement. Et même, une fois qu'ils s'en rendent compte, de toute façon, c'est trop tard, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Le môme, il est là. Et donc, à créer des croisements spécifiques. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ce que je dis, mais je suppose qu'il y a encore ces sociétés de l'époque qui existent aujourd'hui et qui ont tout le matériel humain possible pour aboutir à leur expérience, à leur mesure, au suivi et compagnie. Enfin, peut-on étendre ces mêmes espérances jusque sur les facultés intellectuelles et morales ? Ça, c'est la question. Après qu'on ait vu le phénotype, dont je vous ai parlé par rapport aux caractéristiques, j'ai un peu mêlé par le malinois, entre autres de la morale et de l'intellectualité. La question est, est-ce que, héréditairement parlant, au sein des humains, si on élève certaines populations par le langage, par l'acquisition de connaissances, de savoir, que ce soit savoir-vivre, mais du savoir-faire aussi, dans des métiers et encore dans le décryptage, je sais pas, de livres, d'analyse, bref, on en fait des gens perspicaces, est-ce que les générations qui vont suivre hériteront de ces gènes ? C'est la question. Et nos parents, qui nous transmettent les avantages ou les vices de leur conformation, de qui nous tenons et les traits distinctifs de la figure et les dispositions à certaines affections physiques, ne peuvent-ils pas nous être transmis aussi par cette partie de l'organisme physique d'où dépendent même l'intelligence, la force de tête, l'énergie de l'âme ou la sensibilité morale ? N'est-il pas vraisemblable que l'éducation, en perfectionnant ses qualités, influe sur cette même organisation, la modifie, la perfectionne ? L'analogie, l'analyse du développement des facultés humaines et même quelques faits semblent le prouver. Fin de citation, on rappelle, on est au 18e et on arrive bientôt même au 19e siècle. Ça, c'est Condorcet, suivi après de bien des gens de son époque. Aujourd'hui, on a découvert l'épigénétique. Là où certains appelaient l'ADN poubelle, on s'est aperçu que 90 à 95% de l'ADN humain avait comme des interrupteurs, activables, désactivables. Et donc que la plupart de ce que l'on a n'est pas totalement hérité par l'enfant. Sous-entendu, que je sois clair. Si là, aujourd'hui, je prends soin de mon corps, je suis dans un bon environnement, j'active tout le positif dans mon ADN. Si j'ai un enfant, j'ai des probabilités de lui déployer, on va dire, les bonnes facultés. Néanmoins, c'est pas de l'acquis définitif. Si lui, il est dans un mauvais environnement, hop là, tout ce qui était activé de bien sera basculé et les interrupteurs négatifs, eux, seront là pour prendre le relais. Donc, les facultés mentales, je ne pense pas qu'elles s'envoient à l'enfant. Après, on a quand même certaines tares qui existent et qui, entre autres, entraînent du retard mental, de la complication pour avoir une attention particulière. Mais je pense qu'en étudiant mieux la psychologie humaine, on arrivera peut-être à voir que ce n'est pas uniquement génétique. D'accord ? Et après, on a tous nos petits défauts, de toute façon, ça c'est clair. Il n'y a pas d'humain parfait aujourd'hui. Bon, je pourrais continuer encore bien longtemps, on n'a fait que le tout début, à peine 5 pages, mais je vous propose, on est déjà à 45 minutes, de mettre fin pour cette première émission. Prochaine fois, pas d'introduction, et je divague pas sur d'autres sujets, on fera la moitié de l'ouvrage. Et troisième partie, on arrivera sur son expression par rapport à la moralité. Sommes-nous dans un rêve prométhéen, pris dans l'hubris et dans cette envie de l'homo deus, l'homme qui se prend pour Dieu, plus de temples, fini les ziggourats de certaines époques. On en a terminé avec les lieux de culte auprès de Dieu qui étaient en localité précise. Arrivé à un déisme, à un Dieu universel, donc dans le monothéisme,
Nous en perdons cette notion petit à petit dans la modernité et arrivons à l'homme qui veut l'illuminisme, prendre la lumière par lui et par ses contemporains et se réaliser en se proclamant lui-même maître et Dieu de son corps, de ses agissements. J'espère avoir été efficace, n'hésitez pas à soutenir, c'est toujours sympathique, à commenter également si le sujet du transhumanisme, du posthumanisme, ou encore de la philosophie, de la condition de l'homme, de cette modernité vous intéresse, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires et nous pourrons échanger longuement. A très bientôt, la vérité est notre avenir, et comme vous le savez, bien en chrétien, comme ce chrétien également Johann Picard, nous sommes la haute civilisation. Et la haute civilisation n'est pas dépendante d'une couleur de peau, je le rappelle, c'est plutôt de l'ordre d'un peuple résultat. Très important à rappeler, parce qu'il y en a beaucoup, dès qu'ils entendent ça, ils ont la rage, ils se sentent exclus. Non, nous ne sommes pas racialistes. Nous apprécions en revanche, et nous sommes fiers pour certains. Moi, je suis blanc et je suis fier d'être blanc, je ne m'écraserai pas face à un noir, un arabe ou un asiatique. D'accord ? Mais nous ne sommes pas dans un racialisme. Et d'ailleurs, je pense que cette idée a été très très peu répandue. C'est-à-dire, elle a pris place à certains moments de l'histoire, mais en soi, dès que les gens sont dans une condition normale, ils ne hiérarchisent pas les peuples. Vous voyez, ils hiérarchisent pas, excusez-moi, plutôt les couleurs de peau, ils hiérarchisent les peuples résultats, pour être précis. C'est-à-dire que un noir, un arabe, un asiatique, devenu français, et en plus chrétien, là on est bon. Là on est sur la haute civilisation, vous comprenez ? Maintenant, un bédouin qui vient, ça c'est différent. Et l'autre qui croit au mariage des petites filles, bah là c'est pas la même civilisation. Nous, saint Thomas d'Aquin, je marque une parenthèse, vous pourrez aller voir ma vidéo sur les mariages, différences entre chrétiens et musulmans. Eh bien, saint Thomas d'Aquin n'a jamais parlé de fiançailles de petites filles avec des adultes. En fait, il stipule des petites filles avec des jeunes ou d'autres qui sont devenus matures, entre guillemets, c'est-à-dire ils sont en âge de mariage, ils ont plus de 14 ans. Ça, c'est ce qui est décrit dans le livre de saint Thomas d'Aquin. Et ceux qui accusent l'Église d'avoir marié des petits ou je sais pas quoi, ou des fiançailles, eh ben, on les met au défi de nous sortir des registres, des livres qui en parlent, et pas juste une phrase qui dirait les Romains, dans la période chrétienne, sur l'Empire romain, il y avait des mariages d'hommes mûrs avec des petites filles. Point. Elle est où ta source ? Ça, c'est une phrase, c'est de l'assertion, c'est pas recevable. Ceux qui veulent faire preuve de logique doivent réunir les conditions nécessaires pour prouver ce qu'ils veulent. Et pour l'instant, à preuve du contraire, eh bien, dans notre culture, le viol a toujours été quelque chose que l'on a condamné, le mariage des petites filles a toujours été quelque chose qui nous a horripilés, et ça n'a jamais été une normalité chez nous, contrairement à vos croyances qui ont entraîné, entre autres, jusqu'en 1926, par exemple, ne serait-ce que pour la Palestine, le mariage de petites filles de 8, 9, 10, 11 ans. Vous ne me croyez pas ? Faites vos recherches, marquez mariage précoce et vous allez voir, en Palestine, il y a tout un tas de données sur ça, où les musulmans appliquaient la loi de la charia et mariaient les petites filles. L'Arabie Saoudite, tenant du sunnisme, n'avait même pas inscrit d'âge, c'est-à-dire ça pouvait être 3 ans ou 2 ans. Il y avait même des affaires où, à peine née, la petite fille était déjà mariée à un fou furieux. En Arabie Saoudite par des musulmans. C'est qu'une fois que les Occidentaux ont mis la pression, comme pour la fin de l'esclavage à la Mecque, qu'ils ont commencé à vouloir statuer, je sais plus, je crois qu'ils ont mis maintenant 18 ans. Comprenez ? Sans nos interventions, sans la haute civilisation chrétienne, il y aura encore tous ces crimes, tous ces mariages forcés de petites filles en Palestine, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays encore arabo-musulmans. Important de les stipuler. Je vous dis à très bientôt. Et la vérité est notre avenir. Notre victoire est assurée. Il y en a qui menacent, là. J'en ai vu notamment sur Twitter. Ils m'ont dit « FNO, on sait où t'es. » Très bien. Viens toquer, je t'ouvrirai pas. Tu défonceras la porte, très bien. Et après, il se passera quoi ? On rentrera en conflit, au final, t'auras perdu. T'as prémédité les choses, vous êtes plusieurs, il y a la bande organisée. T'es un musulman, à mon avis, t'es islamiste. Au vu de mes propos, tu m'attaques parce que justement, j'ai parlé de l'islam. Donc toi, t'es un radicalisé, t'inquiète. On a tout le système avec nous. Donc votre meilleure solution, c'est de faire hijra. À très bientôt.